Aujourd'hui, on reçoit les 4 principaux candidats à la mairie de Montréal. Vous allez voir, on aborde tous les sujets, des aqueducs aux pistes cyclables. Je vais peut-être même vous faire changer d'idée sur votre vote. L'important, c'est d'aller voter. Très bonne écoute. Pas d'intro, on commence direct de même. Monsieur Rabois, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, et toi? Très bien, très Ouais. bien. Belle journée d'automne, en Exact. plein milieu de la campagne. Petite question facile pour commencer. Ouais. Est-ce que vous voulez vous présenter, dire d'où vous venez, pourquoi vous faites de la politique aussi? Ouais. Je m'appelle Luc Rabouin. Je suis candidat à la mairie de Montréal pour Projet Montréal. Moi, dans les 25 dernières années, un peu plus de 25 dernières années, j'ai toujours été impliqué dans des organisations qui visaient à améliorer la qualité de vie des gens, à protéger l'environnement. J'ai travaillé autant dans le milieu communautaire, j'ai été organisateur communautaire il y a longtemps. J'ai travaillé pendant presque 10 ans à la Chine. Ensuite, j'ai dirigé le Centre d'écologie urbaine de Montréal pendant 6 ans. Je suis parti en France pour un projet familial avec mes jeunes enfants. Pendant 2 ans, leur maman est française, donc on voulait leur... qu'ils connaissent le pays de leur maman. Là. Puis Communauto a acheté une entreprise d'autopartage à Paris en ce moment, puis ils m'ont confié la direction. Donc j'ai dirigé Communauto France pendant 2 ans. Puis très développé là-bas. C'est beaucoup plus développé ici. Oui, je comprends, mais à l'époque... Oui, c'est ça, tout à fait. Ma job, c'était d'implanter le modèle de Communauto en France. Je comprends. Je fais ça pendant 2 ans et mes enfants avaient 5 et 7 ans, puis on a décidé de revenir à Montréal parce que, quand même, pour vivre avec des enfants, Montréal, c'est une ville extraordinaire. Je suis revenu ici, puis depuis ce temps-là, j'ai travaillé plus en développement économique. Donc, j'ai travaillé chez PME Montréal, faire de l'accompagnement d'entreprise. J'ai travaillé chez Desjardins en financement, notamment de logements sociaux communautaires. Puis, j'ai décidé de me lancer en politique en 2019 quand Luc Ferrandez a démissionné. Puis ce qui m'animait vraiment à ce moment-là, c'était toute la question environnementale, la transition écologique. Mes enfants avaient 12 et 14 ans, puis je me disais, il faut pas qu'on recule. Il faut qu'on continue à faire face avec courage à ces enjeux-là. C'est ça qui a fait que je me suis lancé. En politique municipale. En politique municipale. Parce que vous pensez que c'est là que je pense que on touche le plus les gens. Là. C'est là où on peut avoir un impact direct puis qu'on voit l'impact de ce qu'on fait. Puis moi, j'ai jamais été intéressé par d'autres paliers de gouvernement puis ça ne m'intéresse pas. Je le dis, là, je ne vise pas à faire une carrière au provincial après ou au fédéral. Moi, c'est le municipal parce que j'aime la relation directe avec les citoyens et les citoyennes. On tient ça pour acquis. Jamais d'autres. Jamais. Je te le dis, jamais. Je comprends les gens disent qu'il ne faut jamais dire jamais. Non, j'aime trop la relation directe, puis j'aime voir, on décide de créer un parc, on le voit. C'est pas juste des grandes politiques. Puis, donc, il y a l'impact direct, pour moi, ça m'anime. Puis j'ai décidé de me lancer à la mairie de Montréal suite à un événement où on a la ville. Moi, j'étais président du comité exécutif. Puis il y avait 700 logements qui étaient en vente dans Côte-des-Neiges. D'un coup, là, 31 immeubles. Ils vendaient ça 103 millions. Puis une grande société immobilière qui voulait acheter ces immeubles-là. Puis la ville, on avait l'occasion d'exercer notre droit de premier refus, c'est-à-dire qu'on pouvait égaler l'offre pour remplacer l'acheteur. 700 logements occupés par des familles immigrantes, des personnes à faible revenu. Et les fameux logements en ce moment où... en fait, le logement était loin dans mes questions, mais on va commencer tout de suite avec ça. On va aller direct parce que c'est vraiment Parfait. ça, pour que les gens saisissent c'est quoi qui me drive, là. Il y avait 700 logements, des familles immigrantes, personnes à faible revenu. Tu sais, des logements pas chers, il n'en reste pas beaucoup. Ça, c'est... c'est au cœur de la campagne aussi. Là. En fait, c'est au cœur de la ville, de toutes les villes en ce moment, là, en fait. Tout à fait. Puis ceux-là, ils sont. Puis là, les gens de la direction de la ville, comme j'étais président du comité exécutif, ils me présentent la recommandation et ils nous disent 103 millions. La ville n'a jamais fait ça, là, une acquisition comme ça. On a 60 jours pour décider. C'est en quelle année, ça? Excusez. C'est il y a 1 an et demi, là, Okay, pas le dernier décembre, le décembre d'avant. Et il y a un risque important pour la ville si on achète ça parce qu'on ne connaîtra pas l'état exact des immeubles, tout ça. Moi, j'ai fait OK. C'est quoi le risque pour les 700 familles qui habitent là? Si la ville ne l'achète pas, qu'est-ce qui va se passer? On pourrait penser que l'investisseur qui fait cet achat-là, il va vouloir faire des travaux, probablement, puis augmenter les loyers. Puis qu'est-ce qui va arriver à ces 700 familles-là? Moi, j'ai dit à l'équipe de direction, je veux qu'on soit tous capables d'être à l'aise avec la décision qu'on va prendre. Puis moi, je veux qu'on prenne en compte le risque pour les familles. Et ils sont revenus 2-3 semaines après en disant « Monsieur Rabouin, on a trouvé le chemin. On peut le faire. »
Et là, moi, je me suis dit, OK, là, on vient de changer la vie de ces 700 familles-là. Ils ne savent pas. Ah bien, on vient de sécuriser. On vient de les sécuriser. Exact. Eux, ils ne savent pas. Puis moi, ça n'a jamais été... je ne suis pas quelqu'un qui a été beaucoup dans les médias. Je ne suis pas quelqu'un qui court après ça. Moi, je suis quelqu'un qui veut avoir un impact dans la vie, puis on l'a fait. Puis là, je me suis dit, on ne pensait pas qu'on pouvait faire des choses comme ça à la ville. Là, on peut le faire. Bien, je veux en faire encore plus. Puis c'est ça qui a déclenché que je me suis lancé à la course au leadership de Projet Montréal. Je comprends. Alors là, la solution, si je comprends bien, bien, votre solution avec votre parti, c'est que la ville s'implique plus, justement parce qu'on va aller dans la crise du logement là, qui est au cœur aussi de la campagne. C'est quoi la solution pour votre parti pour pas régler ça, là, parce que c'est pas, ça ne serait pas du jour au lendemain, mais pour aider la crise là, du logement comme ça? Là, parce que vous en parlez, là, pour les gens un petit peu plus démunis, c'est quoi la solution là, à moyen puis à long terme? Parce que c'est, comme on dit, là, c'est pas un truc qui se règle du jour au lendemain. Là. Oui, puis tu as raison, tu le disais tout à l'heure, la crise du logement, c'est dans toutes les grandes villes, mais même dans les plus petites villes au Québec. Là, maintenant, c'est quelque chose qui est rendu un phénomène. C'est pas arrivé d'un coup. Là. Ça fait des années qu'on le voit venir. Est-ce que c'est un problème, excusez, est-ce que c'est un problème qu'on pousse par en avant depuis des années ou c'est arrivé du jour au lendemain? Non, ça fait des années que la situation se détériore. Bien, ce qui se détériore, en fait, c'est l'abordabilité. C'est qu'il y a moins de logements qui sont pas chers, c'est-à-dire que les personnes plus pauvres ou classe moyenne qui sont capables de se payer, il y en a de moins en moins. Puis pour arriver à résoudre ça, bien, il aurait fallu pendant des années beaucoup plus d'investissements publics, fédéral, provincial, pour créer des logements sociaux, des logements pour les gens qui ont moins de revenus. Parce qu'il faut quand même dire que la crise du logement, c'est pas juste la responsabilité des villes. En fait, la responsabilité des villes, c'est plus les permis puis les changements de zonage, tout ça, mais le fédéral et le provincial, tellement d'implications là-dedans. Fait que, tu sais, c'est un amalgame de tout ça, là. Fait que pour la ville, là, concrètement, c'est quoi la... Donc, nous autres, ce qu'on peut faire, c'est deux choses. Moi, je vois qu'on a deux éléments dans la stratégie. La première, c'est protéger le parc de logements abordables qui existe. Donc, par exemple, la ville acquiert 700 logements. Je vais donner un autre exemple où ce n'est pas la ville qui les a achetés, c'est un projet Manoir La Fontaine, 93 logements, qui était acheté par un spéculateur bien connu, qui était en train de mettre tout le monde dehors. Les locataires sont mobilisés, sont venus au conseil d'arrondissement. Le propriétaire a décidé de le mettre en vente et la ville ne l'a pas acheté, mais on a trouvé un OBNL qui s'appelle Interloge, un organisme à but non lucratif, et on l'a aidé à faire l'analyse de l'immeuble, son montage financier. On lui a donné un peu d'argent, subvention, et il a réussi à acheter l'immeuble. Et ça va faire que les gens qui sont encore là, qui ont réussi à ne pas être évincés, vont pouvoir garder leur logement, puis ça va faire que ces 93 logements-là vont rester abordables parce que la mission de l'organisme, c'est d'offrir des logements abordables. Donc, une partie de la solution, c'est de sortir des immeubles du marché privé spéculatif pour les faire gérer soit par des organismes publics ou parapublics. Ça, c'est une partie pour protéger les logements actuels. C'est ce que j'allais dire. Il faut en développer, par exemple. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Fait que là, qui gère ça une fois que la ville est impliquée? Là, parce que là, on le sait, là, la ville, c'est pas les meilleures gestions. Comme je veux dire, la gestion des buildings comme ça, c'est compliqué. Là. Les locataires, les paiements, fait que qui gère ça? C'est des organismes qui sont spécialisés là-dedans. Okay. On a des organismes à Montréal puis qui sont en train de grandir. Parce que ça, on les aide aussi à grandir, parce qu'il faut qu'on change d'échelle. Eux autres aussi, il faut qu'ils deviennent des plus gros joueurs dans le milieu immobilier, qui développent leurs compétences, leurs capacités pour gérer des plus gros projets. Mais ils sont gérés par des organismes à but non lucratif ou la Société d'habitation de Montréal ou l'Office municipal d'habitation de Montréal. Okay. C'est pas directement la ville. Nous, on fait pas ça. Fait que la ville finance, la ville aide, et après ça, c'est des organismes ou des... Je comprends. Okay, exact. Puis pour aider ces organismes-là, ce qu'on peut faire, la ville, moi, comme j'ai travaillé chez Desjardins avant, puis j'étais responsable des finances, bien, une des choses qu'on peut faire pour compléter des montages financiers, c'est d'offrir des garanties bancaires. Sur un pourcentage du montant du montage, 10-15 du montage financier, on peut offrir une garantie. C'est quand même énorme. On peut aller à 10 okay. Les banques vont aller jusqu'à 2 tiers. Moi, je travaillais dans ce milieu-là. Puis là, il y a un petit bout qu'il faut qu'ils soient en subvention, puis il y a un petit bout qui peut être en garantie bancaire. Ils ont la capacité de remboursement parce que des loyers... subvention municipale ou vous demandez aux autres paliers? Ça peut être juste municipal, mais ça peut aussi être les autres paliers. Manoir La Fontaine, Québec était là. OK, parfait. Fait que c'est un amalgame de tout ça. C'est un amalgame, puis la garantie bancaire, moi, j'ai proposé 100 millions. Ce qui est intéressant dans le 100 millions, c'est que ça ne coûte pas une scène à la ville, sauf si l'organisme n'arrive pas à rembourser. Je comprends. Ce qui est à peu près jamais le cas dans le milieu immobilier. Là.
C'est pas un milieu où on perd non, de parce que là, l'argent. vous avez des garanties. Puis tout Il y a ça. des garanties, il y a des locataires, OK. puis des locataires, il n'en manque pas. Là. Fait que là, si je comprends bien, bon, premièrement, Ça, c'est plus pour protéger, puis après, il faut en développer. Exact. Bon, là, je m'en vais, là, les fameux permis, Oui. les délais, etc. Ouais. Là. Ouais. Fait que ça, c'est améliorer justement les délais, là, sûrement. Là. Améliorer les délais, ça, c'est sûr. Bon, les délais, ça, c'est une première chose. Je veux dire, il n'y avait aucun arrondissement qui calculait les délais de la même manière. Moi, j'ai travaillé dans les dernières années avec les développeurs immobiliers, puis ce qu'ils nous disaient, c'est les délais, c'est trop long, il faut qu'on ait de la prévisibilité. On a fait une première norme. Moi, j'ai piloté ce dossier-là, une norme de service, c'est-à-dire que tous les arrondissements, pour les projets qui sont de plein droit, là, tu ne demandes pas un changement au plan d'urbanisme ou une exception, 120 jours maximum pour donner ton permis. Puis là, la règle, elle s'applique à tout le monde. En ce moment, c'est quoi la moyenne? C'est parce que c'est tellement large que ça peut être 60 jours, mais ça peut être 2 ans. C'est ça, j'allais dire. Moi, j'ai des amis que ça fait un an et demi qui attendent là, pour un projet qui est simple. Je comprends qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de demandes. Un projet simple, là, c'est 120 jours. Bon, parfait. C'est ça la règle maintenant, puis c'est depuis presque un an. Là, on parle de multilogement pour peu importe. Là, tout ce qui ne demande pas une dérogation. Je comprends. Il faut que ça soit du logement. Je comprends. Parce qu'on veut augmenter. Pour tous les autres projets, moi, je m'engage, ça, c'était le premier pas, à ce qu'on réduise les délais de 50 Bon. Fait qu'on va prendre le chiffre, puis on se donne une cible, puis il faut l'atteindre. Fait que si c'est 2 ans, c'est 1 an. Exactement. Mais quand on même, n'est pas à 120 jours, mais quand même. Ben là, déjà, c'est divisé en 2. J'aime l'engagement. Il faut qu'on avance, puis je l'ai vu avec la cible du 120 jours, il faut qu'on se donne des cibles. Puis quand on se donne les cibles, puis la machine se met en place pour atteindre la cible. Non, puis s'il y a une cible de données, ben, si vous la dépassez, ben, les gens, là, puissent... Public. Exactement. Nous, on va le mettre public. Exactement. Puis on va mettre tous les arrondissements publics. Puis si tu n'es pas capable d'atteindre la cible, il faut que tu expliques parce que là, tu vas avoir les médias sur le dos. Ou les chialeux comme moi, je comprends. Exact. fait que ça, c'est un élément. L'autre élément qui est important de comprendre, c'est qu'on avait un plan d'urbanisme, ce qui fixe le cadre, qu'est-ce que tu as le droit de faire, qui datait de 20 ans. Fait qu'à chaque fois, il fallait demander une exception. Puis ça demande des délais. Là, on a modifié le plan d'urbanisme, qui est adopté en juin dernier. Fait que là, on a un terrain de jeu qui est beaucoup plus grand. Fait que des projets de plein droit qui ne demandent pas d'exception, il va en avoir plus parce qu'on a ouvert le cadre. Ça va permettre aussi d'augmenter les délais. Puis l'autre chose qui est importante, qui est une distinction vraiment entre Projet Montréal puis Ensemble Montréal, parce que tu vas aussi rencontrer les autres chefs de parti, c'est que nous, on veut construire plus de logements, toutes sortes de logements. Abordable et peu importe. Ça prend plus de logements, puis il faut aller plus vite. Ça, on est d'accord. Mais il faut aussi s'assurer que dans ce qu'on construit, qu'on construise aussi du logement pour ceux qui sont plus au bas de l'échelle, classe moyenne, personnes à plus faible revenu. Et pour ça, moi, je le mets comme une obligation. Donc, on avait un règlement 20-20-20, que les gens connaissent un peu, qui était compliqué. Qui était très compliqué, en fait. Qui était très compliqué. Puis qui n'était pas attrayant pour les développeurs immobiliers. On ne va pas se mentir non plus. Là. Les développeurs sont là pour faire de l'argent. Ouais. Puis pour ensuite réinvestir et en refaire d'autres. On parle de logement, mais les logements, c'est ça. Fait que là, les logements sociaux puis les logements abordables, c'est quoi la solution pour pallier au manque de ça? Après, on va parler de l'itinérance parce que tout ça est un amalgame, encore une fois. Fait que pour aider le contracteur, pas pour aider, mais pour encourager le contracteur à venir dans la ville de Montréal investir, parce que j'étais à Québec, c'est la même chose. Parce que c'est pas... le contracteur, gros comme ça, il regarde en haut puis il regarde c'est où c'est le plus intéressant. Comment on les attire ici? Puis justement, là, on les aide à faire des logements sociaux puis abordables. Il y en a là, des projets à Montréal. Là. Oui. Il y en a plein. Là, on a la ligne bleue là, qu'on a réussi à débloquer. Bien, quand tu ouvres le transport collectif, ça te fait une zone de développement potentiel importante. On a des grands secteurs de développement. À la Chine, là, c'est en train de se construire. Là. Oui, c'est partout, en fait. Là. Partout. Fait que les développeurs, ils sont là. Puis moi, quand je parle avec eux, là, ils sont d'accord avec notre objectif. Et eux autres aussi, ils veulent qu'on ait une ville pour tout le monde, que ce ne soit pas juste les gens plus riches qui puissent habiter à Montréal. Ils sont d'accord avec le principe. Puis ce qu'ils me disent, c'est on est d'accord, nous-mêmes, de faire notre part, de participer à cet effort-là, mais c'est trop compliqué, votre affaire. Puis c'est pour ça que moi, je me suis engagé à le simplifier, à garder une règle simple, 20 % de projets à but non lucratif. Et puis, je vais donner des exemples que ça se fait déjà, puis que ça ne serait pas arrivé si on n'avait pas eu l'ancien règlement. Puis là, ça va être plus facile avec le nouveau. Brocolini. Oui, qui est un très, très gros développeur. Très gros développeur, dans Bridge-Bonaventure, s'entend avec un OBNL, bâtir son quartier. Il va construire 2 tours, 400 logements chacune. C'est lui qui a bâti les 2, parce que lui, c'est un bâtisseur.
fait une entente avec l'OBNL. L'OBNL va être propriétaire d'une des 2 tours puis va la gérer. Puis Broccolini va être propriétaire de sa tour. Fait qu'il y a un 400 logements qui s'en vient directement. Direct. Pour des logements plus abordables. Des logements plus abordables, puis un partenariat entre un OBNL puis un privé. Ce qu'on voit rarement. Là. C'est nouveau. Exact. C'est parce qu'il y a eu un règlement que c'est arrivé. Moi, là, j'adore ça. Moi, c'est ça que je veux. Je veux qu'on soit capable de multiplier ça. On a eu la même chose avec l'îlot voyageur de Mondev, gros joueur, oui, énorme. Qui fait un partenariat avec Utile, un OBNL qui fait du logement étudiant abordable. 500 logements chacun. Un à côté de l'autre. L'OBNL puis le privé, un à côté de l'autre. L'OBNL va profiter de l'expérience du privé. Parce que les privés, ils en font du volume, ils sont habitués de construire. Et moi, je veux qu'on renforce ça. Puis c'est comme ça qu'on va bâtir plus de logements, plus vite, mais on va s'assurer qu'on est capable de loger tout le monde. Il faut, parce que Montréal, on en parlait tantôt, la classe moyenne a de la misère à avoir l'accès à la propriété, même en location, qui c'est rendu fou. Ouais. Bon, on s'en va dans la crise de l'itinérance. C'est la plus grande crise de notre histoire là, ici. On fait comment pour aider ces gens-là? Ouais. Tu sais, je recule de 10 ans, c'était pas comme ça. On est au Québec, on est une place où il se fait bon vivre. Ouais. Là, en ce moment, c'est plus vraiment le cas pour beaucoup de monde. Encore une fois, là, on parle d'argent. Là, on va en parler encore un petit peu tantôt. C'est quoi la solution pour la crise d'itinérance? Parce qu'encore une fois, c'est pas juste municipal. Pour que les gens comprennent aussi, là, on est rapide pour chialer, là, mais c'est tous les paliers. Fait que c'est quoi, pour votre partie, là, la solution? Oui. La crise de l'itinérance, c'est rendu vraiment une grosse crise. C'est humanitaire. Ouais. Puis, historiquement, là, tu le disais, là, l'itinérance, c'est un enjeu de santé publique. Puis ça a toujours été le gouvernement du Québec qui offre des services de santé, des services sociaux au Québec. C'est comme ça dans le Canada. Hein. Ouais. C'est les provinces qui sont responsables de la santé. Puis on a été beaucoup en demande dans les dernières années auprès du gouvernement du Québec pour qu'il y ait un plan d'urgence pour tout le Québec, parce que c'est pas juste à Montréal. Non, c'est partout. J'en viens de Québec, justement. Là, c'est Québec, partout. Plusieurs petites villes qui n'ont jamais été confrontées à ça, là, qui sont confrontées avec des gens qui sont dans une situation de grande misère, là. Grande détresse. Il ne faut pas oublier que souvent, vous passez dans des quartiers, qu'il y a beaucoup d'itinérance, il y a beaucoup de violence aussi qui viennent avec ça, la drogue, les problèmes de santé mentaux. Fait que ça prend les services sociaux aussi. Là. Ça prend des services. Puis nous, la ville, on n'a pas d'infirmière, on n'a pas de médecin, on n'a pas de psychiatre. Ce bout-là, nous, on veut collaborer, on veut mettre la main à la pâte. Puis moi, j'arrive avec une approche où je ne veux plus attendre après Québec. Je veux qu'on propose des solutions concrètes, nous, la ville. Puis je pense que ça va être ça, puis je vais te dire c'est quoi que je propose. Puis ça va être ça, je pense qu'il va être notre argument pour pouvoir convaincre Québec d'embarquer avec nous. Je veux qu'on crée 1000 places très rapidement pour sortir les gens de la... Là, on parle de 1000 logements. Là. 1000 logements. Des logements de transition. Ce pas des logements permanents. À court terme, là. Les gens, ils ont besoin d'avoir une place en sécurité. Ils sont dans une tente. Là. Oui. Hein? Au froid, puis tout ça, on le sait, les Québec... Là, au froid, dans une tente, ou ils sont dans un refuge. Moi, j'ai rencontré des gens dans les refuges qui me disent, moi, il y a du monde qui se lève le matin, ils vont travailler à chaque jour. Puis les refuges sont pleins, là, on le sait, là, ils débordent. Là, vous marchez dans la rue, souvent, vous en voyez. Il y a les line-up partout. Là. Exact. Donc, on va créer 1000 logements de transition. Puis là-dedans, 500, c'est des unités modulaires. Donc, des unités modulaires, je ne sais pas si tu as vu c'était quoi. Oui, on en a vu. Tu en as vu. Donc, c'est des bâtiments qu'on peut assembler très, très rapidement qui servaient à loger des travailleurs à Bay James, à la Romaine. Donc, tu as 15 chambres, tu as une cuisine commune, une salle de bain commune. C'est fait solide, là, chauffé. Là. C'est dans le Grand Nord. C'est du préfab. Là. C'est ça, c'est du préfab, puis on est capable de le déployer rapidement. On a fait 2 projets pilotes pour tester comment ça s'insère à Montréal, un dans Côte-des-Neiges, un dans Huntsic. Et là, ça marche. On sait comment faire. Moi, je vais en faire 500 très rapidement. Ce n'est pas des appartements de luxe, là, mais au moins, les gens sont en sécurité dans ces lieux-là. C'est ça qu'il faut faire. Ils peuvent se faire soigner aussi, puis avoir accès à tout ça. Des services communautaires autour, puis avoir accès aux services de santé. Ça, d'habitude, on ne fait pas ça nous-mêmes, la ville. On fait ça avec le gouvernement. Donc, moi, je dis, on va le faire nous-mêmes. Puis j'espère que le gouvernement va embarquer avec nous. Puis, s'il embarque, là, on va en faire plus. Mais ça, c'est quelque chose que la ville, on va faire nous-mêmes, qu'on peut faire, qu'on ne fait pas d'habitude. Mais la crise de l'itinérance, les gens, ils sont dans nos rues. Fait qu'on ne peut plus juste se dire, bien, ça, c'est pas notre responsabilité. C'est nos voisins, c'est dans nos rues. Donc, moi, je veux prendre le problème à bras-le-corps. Je veux qu'on fasse le maximum que nous, on peut faire. Puis là, j'ai plein d'autres propositions aussi pour éviter que les gens tombent dans l'itinérance. Mais ça va être ça. Moi, je veux prêcher par l'exemple,
puis démontrer aux autres paliers que la Ville, on fait plus que ce qu'on normalement on ferait, mais je veux aussi qu'ils embarquent dans cet effort collectif-là, parce que c'est une crise majeure pour tout le Québec. C'est pas normal, dans un endroit aussi riche comme le nôtre, qu'il y a des gens qui vivent dans une situation d'aussi grande misère. Tu sais, je veux dire, il y a toujours eu de l'itinérance, il va toujours en avoir. Ouais. Mais là, je pense que la limite a été atteinte là, pour tout le monde. Bon, on parle d'infrastructure, d'investissement, on va aller directement au cœur du sujet. Et là, je voulais vous parler de, premièrement, la réfection des routes et tout ça. Là, Montréal est une des villes les plus taxées en Amérique du Nord. Les gens, là, je parle pour moi, je pense que la capacité de payer est atteinte à son maximum. Il faut refaire les routes parce que les aqueducs tombent en ruine. On le voit, il y a des fuites à tous les jours, en fait. L'investissement est de plusieurs milliards de dollars. Je parlais justement là, à Mme la mairesse de Longueuil. Pour elle, c'est presque 1,3 milliard là, d'ici 2030. Pour la Ville de Montréal, c'est quoi la solution à ça? Parce qu'on ne peut pas taxer plus. Et là, on va parler des fameuses pistes cyclables, parce que quand on ouvre les routes, heureusement et malheureusement, des fois, il y a des rénovations. Je suis un cycliste. J'adore utiliser les pistes cyclables ici à Montréal. Ma question est, est-ce qu'on a les moyens d'avoir des investissements comme ça? Là, vous allez me dire, quand on ouvre les rues, tant qu'à les ouvrir, on va les faire comme du monde. Mais tu sais, ça coûte énormément d'argent. On parle qu'il y a de l'argent à investir partout. Fait que, est-ce qu'on a l'ambition à Montréal, l'ambition de nos moyens de faire rapidement, là, aussi rapidement que vous avez fait dans les 8 dernières années, faire des pistes cyclables partout? Je le répète encore, je ne suis pas contre les pistes cyclables, zéro. Je suis un cycliste et j'adore ça. Mais des fois, je me dis, la priorité pourrait être ailleurs, justement, là, arranger nos aqueducs, investir dans les logements. Fait que c'est quoi la vision là, des 4 prochaines années si vous êtes élu maire pour ça? Là? OK. Tu as plusieurs questions. Oui. Je revienne toutes à la même chose. Oui, c'est la question de la mobilité puis des infrastructures. Exactement. Puis tu as raison, les infrastructures sont tellement désuètes pendant des décennies. C'est pas quelques années. Ça, c'est un problème qu'on pousse. Là, on va se le dire ici, c'est pas votre administration non plus qui a créé le problème. Pelleté par en avant, fait qu'il faut réparer. Puis je pense que les gens ils ont compris puis sont d'accord avec qu'il faut réparer. Ils sont juste comme écœurés parce qu'il y a trop de chantiers partout en même temps. Puis on n'a pas le choix parce que si vous allez sur les sites web de la ville, peu importe, on regarde, la map est en rouge partout, l'aqueduc, là, je veux dire, ça, excusez l'expression, ça pète de partout. Là. Exact. Il faut mettre de l'argent rapidement. C'est dommage et c'est plate parce que c'est une promesse électorale qui les gens ne voient pas vraiment. Là. Mais c'est ça, fait que à court terme, là, c'est quoi? Là? C'est ça, on n'a pas le choix de les faire. Le réseau cyclable, le sujet... Oui, le sujet de l'heure. Est-ce que ça prend trop de place aussi? Petite question là, avant de commencer ça. 2% ça prend 2% des rues. Ce que je veux dire, c'est est-ce que ça prend trop de place dans le débat? Campagne? Ça prend de la place dans le débat, puis c'est un sujet comme qui est très, très sensible. Les gens, ça vient les chercher là, quand on parle des pistes cyclables. Puis quand on dit, mais c'est 2% de l'espace, c'est pas comme s'il y en avait partout. Les gens ont le sentiment qu'il y en a partout. Mais il n'y en a pas partout. Puis ça reste quand même relatif. Le réseau cyclable qu'on a bâti, moi, je suis vraiment fier qu'on l'ait fait. Il fallait le faire. Il y a des milliers, toi, t'en fais partie, mais il y a des gens là, qui se déplacent à vélo, des femmes, des enfants qui vont à l'école, qui ne le faisaient pas avant parce qu'ils ne se sentaient pas en sécurité de rouler dans le trafic. 100%. Ça enlève des véhicules aussi de la route. Ça enlève des véhicules de la route, puis c'est ce qui coûte le moins cher pour déplacer du monde. 100%. Parce que les gens, ils l'utilisent. Là. Ouais. Donc, ça, c'est une chose. Moi, j'ai dit depuis le début de la campagne, puis je leur dis aujourd'hui, là, moi, je veux mettre autant de passion qu'on a mis pour le réseau cyclable dans les dernières années pour se donner un réseau de bus efficace. Parce que ça aussi, ça déplace. Collectif, mais oui. Ça déplace aussi des milliers de personnes. Plus les gens sont dans un bus et qu'ils ne sont pas pris dans le trafic, moins les gens vont être pris dans le trafic dans le bus, plus ils vont se dire ça vaut peut-être la peine de prendre le bus. Plus il y a du monde qui prennent le bus, moins il y a de gens qui ont besoin de prendre leur auto à chaque jour. Puis ça libère de la place pour ceux qui sont obligés de prendre leur auto, qui font de la livraison, etc. La solution à la congestion, là, on la connaît là, depuis bien longtemps. C'est le transport collectif. Oui, surtout dans des grandes villes comme ça. Là. Surtout dans des grandes villes. Puis nous, comme ville, notre job, c'est de déplacer le plus de monde possible de la manière la plus efficace possible. Puis le bus, c'est pas super sexy, là. L'autobus. Mais c'est très efficace. C'est efficace, puis ça déplace des milliers de personnes par jour. Puis moi, ma vision à long terme, c'est qu'on ait un réseau de tramway à Montréal. On veut densifier la ville. On veut avoir plus de monde. On ne pourra pas avoir plus de monde, chacun dans son auto à chaque jour. Est-ce qu'il y a un trajet qui est déjà... on va aller dans le tramway après, là, parce que je ne m'entendais pas parler de tramway ce matin. Là. Non, mais je veux juste te dire, dans le plan d'urbanisme et de mobilité qu'on a adopté pour 2050,
OK. On met un réseau de tramway, puis on met beaucoup de densification. Donc, il y a des quartiers qui vont se développer, il va y avoir plus de monde. Moi, je sais que dans les prochaines années, là, on ne va pas créer un réseau de tramway. Là. L'argent n'est pas là. Je m'en allais dire, là, on va payer ça On se comment? comprend? Non, c'est ça, exact. C'est pour ça que je dis, on va investir dans ce que nous, la Ville, on peut faire, aménager des voies réservées, efficaces pour les bus. Ça, on peut faire ça. Puis on prépare le terrain, éventuellement, pour un tramway, parce que là, les gens vont l'utiliser plus. Ça va justifier d'améliorer l'offre de service, on va augmenter le nombre d'autobus, puis éventuellement, on s'en ira au tramway. Il y en a 2 projets de tramway réels qui sont sur la table. Oui. Tramway de l'Est, que le gouvernement a annoncé, puis tramway vers la Chine. Je pensais juste pas en parler ce matin parce qu'on sait qu'on a zéro les moyens de se payer ça en ce moment. Là. Fait que, parfait, je vois ça, le 2050, le tramway, le transport commun, les fameuses pistes cyclables. Je reviens. Ouais. Est-ce qu'on a les moyens de dépenser des centaines de millions de dollars là-dessus en ce moment quand en ce moment, il y a tellement d'autres problèmes à régler. Et encore une fois, je le répète, je suis un cycliste. Le réseau cycliste, vous l'avez fait. Bon, est-ce qu'il est parfait? Non, il n'y a rien de parfait dans la vie. Est-ce qu'il pourrait être amélioré? Oui. Justement, hier, j'étais dans Rosemont. Les pistes cyclables, c'était tellement dangereux avec les autos qui se croisaient. Puis il faut se le dire, je suis un cycliste. Je prêche pas par l'exemple des fois. C'est compliqué. Là. Les stops, les traversées de rue, c'est dangereux un peu. Est-ce qu'on a les moyens de continuer à faire ça là, dans les prochaines années quand on sait là, qu'il faut... Les aqueducs, tout, en fait, là, les vidanges qui traînent partout, ça prend de l'argent partout, en fait. Là. Ouais. Fait qu'est-ce qu'on a les moyens? Donc, c'est pas des centaines de millions. Bien, sur les prochaines années, un peu. Oui, si tu mets sur 10 ans, oui. Ben, je veux juste être clair. Ça, c'est sans l'inflation. Puis les... Ouais. Juste pour les infrastructures d'eau, là. Oui. Oui, ça, c'est fou. Égout, c'est 500 millions par année qu'on met. Ce qu'il y a dans le budget pour le réseau cyclable, c'est 30 millions par année. On n'est pas dans la même échelle de grandeur. Bien, je veux pas qu'on compare non plus parce que c'est pas vraiment, tu sais, je veux dire, c'est pas... demain matin, il faut qu'on boive de l'eau puis il faut que l'eau soit accessible. Exact. Demain matin, il n'y a pas moins de vélos, mais je veux dire, les pistes cyclables arrêtent pour 2 ans, c'est pas la fin du monde. Là. On s'entend, là? Ouais. Ben, on s'entend peut-être pas, là, mais... Non, on s'entend pas. C'est ça. Moi, c'est sûr que je veux pas défaire de pistes cyclables. OK. Donc, ce qu'on a là, on en avait besoin. Puis oui, s'il y a des améliorations à faire, ici, là, s'il y a un trou, un nid de poule, on n'a pas besoin d'attendre 18 mois. On les comble. Puis s'il y a des problèmes particuliers à certains endroits, on s'ajuste. On fait tout le temps ça là, pour tous les projets. Le rythme ne sera pas le même, mais ça ne veut pas dire qu'on arrête. Il y a encore des endroits où il n'y en a pas de réseau cyclable. Tu sais, dans le plateau, dans les quartiers centraux, on a un bon réseau. Mais il y a des gens qui se déplacent aussi à vélo dans d'autres secteurs qui ont besoin d'avoir des pistes cyclables. Exemple, dans Saint-Michel, exemple dans Hochelaga-Maisonneuve. Il y a encore des secteurs où ils sont moins bien desservis. Puis il y a aussi, ce qui manque, c'est des fois des connexions. Tu arrives au bout de ta piste cyclable, puis là, tu finis, puis là, il y en a un autre qui commence là, mais il manque le bout entre les deux. Donc, il faut arriver à connecter, puis on a beaucoup ça au centre-ville. Il faut arriver à connecter les morceaux. Fait qu'il y a encore du travail à faire. Donc, moi, je dis il y a encore du travail à faire. On ne va pas au même rythme qu'on allait, parce que ma priorité dans le prochain mandat, c'est le réseau de bus. Le réseau de bus, et là, je reviens encore aux aqueducs, parce que un ne va pas avec l'autre, mais un ne va pas sans l'autre. Quand on ouvre les rues, bien là, habituellement, bon, les pistes cyclables, les trottoirs, tout est refait. Fait qu'au rythme que ça va en ce moment, encore une fois, là, vous avez une rue là, qui est belle, là. Est-ce que vous allez faire une piste cyclable ou vous allez ouvrir l'autre rue pour réparer l'aqueduc? C'est ça que je veux savoir, là, parce qu'il y en manque, c'est vrai. Je reviens de Marseille. Là-bas, ils ont mis ça sur pause. Tu as les fameuses autoroutes là, à vélo. Puis quand tu arrives dans ta rue transversale pour aller chez vous, bien, c'est écrit « Marchez à côté de votre vélo sur le trottoir ». Vous marchez une 50aine de mètres, puis c'est ça. C'est la solution qu'ils ont trouvée là-bas pour... je ne veux pas dire qu'ils arrêtent, mais je veux dire, ils ont trouvé des solutions puis ça coûte moins cher parce que c'est mettre une piste cyclable quand l'autre rue coule de partout. Je veux dire, les priorités aussi. Là. Je comprends que le transport collectif, mais est-ce qu'on a les moyens de faire ça? Je reviens à ma question au début. Oui, je comprends. Je comprends ce que tu dis. Ce que je comprends, vous me comparez 30 millions à 500 millions, mais le 30 millions, c'est... Je veux dire, puis maintenant, on parle de millions comme si c'était 100 $. Là. Mais 30 millions, c'est énormément d'argent aussi. Oui. Les aménagements cyclables, c'est ce qui coûte le moins cher en termes d'infrastructure pour donner de la sécurité. Moi, là, quand ma fille, elle s'en va au cégep à vélo, puis qu'elle a la chance de faire son trajet sur une piste cyclable, ça me sécurise. Je suis 100% d'accord avec vous. Je suis content pour elle. Puis, juste l'année dernière, là, 13 millions de déplacements, juste en Bixi. Avec les Bixi électriques, là, il y a plein de monde qui sont mis à faire du vélo qui ne faisaient pas du vélo avant. Je pense qu'on est... On ne dit pas qu'il y a trop de cyclistes ou pas assez de cyclistes. C'est ça. Donc, il y a des cyclistes, puis les cyclistes, on a aussi le droit
à la sécurité. Fait que moi, ce que je dis, c'est que je ne veux pas aller au même rythme de déploiement qu'avant, mais j'arrête pas. On ne prend pas 18 mois pour se demander, on doit s'en faire. On doit continuer à en faire à un rythme plus réduit parce qu'on veut mettre la priorité sur le bus. Puis oui, parce qu'on a des infrastructures dans lesquelles on a des centaines de millions par année à investir. Parfait. Bon, on parle de vélo, on va aller dans une affaire un petit peu plus léger. C'est léger, le vélo. Oui, c'est très léger. Vous avez raison. Bon, je suis un cycliste, je suis un fan de sport. On parle de vélo. On accueille tellement d'événements d'envergure à Montréal. Est-ce que vous êtes content du nombre d'événements d'envergure, de rayonnement international qu'on soit à Montréal? Est-ce que vous en voulez plus? Est-ce que vous en voulez, pas moins, je veux dire, mais est-ce qu'on veut encore améliorer la visibilité mondiale pour attirer du monde à Montréal? Parce que ça, c'est un autre truc aussi. Moi, je trouve qu'on ne parle pas assez des revenus, des retombées du tourisme. Bon, tu sais, on parle souvent là, de la F1, de la F1, de la F1. Encore une fois, je le répète, je suis un cycliste. Le Grand Prix de Montréal, visibilité mondiale énorme pour le prix que ça coûte à recevoir. Est-ce qu'on va aller vers des événements d'envergure comme ça, plus verts, plus... Comment, c'est quoi votre vision? On aime ça, les grands événements. Oui. Des fois, les gens se demandent ça. Est-ce que vous aimez ça, les grands événements? On aime ça, les grands événements. On aime ça, le tourisme d'affaires. On a le Palais des Congrès. On est l'endroit en Amérique du Nord où il y a le plus d'événements d'affaires avec le Palais des Congrès. Puis là, il est plein. Il faut l'agrandir. Puis je te le dis, moi, j'ai toujours appuyé l'agrandissement du Palais des Congrès. C'est quelque chose pour nous qui est super important. L'an prochain, on va accueillir les championnats du monde du cyclisme. Ben oui, je suis prête. Là. Moi, je passe une semaine là-bas. Là. Je passe une semaine à Montréal. C'est le plus grand événement sportif depuis les Jeux olympiques de 1976. C'est énorme. Diffusé dans presque tous les pays au monde. Un des sports les plus pratiqués au monde aussi après le soccer. Les gens connaissent un petit peu moins le cyclisme de performance au Québec. Bon, on se déplace beaucoup, mais puis c'est un événement vert, là, je veux dire, on pousse la mobilité là, aussi. Là. Fait que ça, on est super fiers de ça. On est content de les accueillir. On va s'assurer que ça se passe bien. Puis on aime ça, avoir des grands événements. On a notre championnat de tennis là, qu'on a eu féminin cette année, qui ont battu l'assistance des gars à Toronto là, pour la première fois. Fait que c'est exceptionnel. On sait qu'ils ont besoin qu'on les aide pour investir dans les infrastructures parce qu'eux autres aussi, nos événements. On a besoin d'infrastructures sportives aussi. Là. Infrastructures sportives. Donc, on a besoin d'investir dans nos événements qui nous positionnent à l'échelle internationale, que les Montréalais aiment, puis qu'eux aussi ont des défis d'infrastructure, puis il faut qu'on soit là au rendez-vous. Donc, moi, je vais toujours être là pour soutenir nos grands événements. Il faut qu'on garde ceux qu'on a. Il faut qu'on en attire qui viennent d'autres, mais il faut aussi qu'on fasse preuve de discernement. Moi, je ne vais pas payer 180 millions, la ville, pour avoir 6 games de soccer de la FIFA. Je comprends. On va pas faire ça. Fait que c'est une vision, vous, de long terme d'événements. C'est pas juste un... faut qu'il y ait des retombées qui durent dans le temps. Je comprends. Puis il faut qu'on soit capable de faire des choix qui sont... Parce que c'est de l'argent public, puis lesquels vont avoir le maximum de retombées pour les Montréalais. C'est pour eux qu'on travaille. Retombées économiques, retombées en termes d'infrastructure. Tennis, là, quand tu as de l'infrastructure, tu as le tournoi. Là. 100%. Mais après, là, ça sert le sport amateur ici. Donc, c'est un investissement aussi pour les jeunes sportifs montréalais. Puis c'est le fun aussi parce que le tennis, bon, c'est féminin et masculin. Vous l'avez dit, c'est presque plus populaire. En fait, je pense que c'est plus populaire féminin. Pareil pour le vélo. C'est un sport vraiment pour les... Puis là, l'année prochaine, le Grand Prix cycliste, en ce moment, c'est masculin, mais l'année prochaine, au championnat du monde, il va y avoir toutes les catégories. Si vous voulez aller voir ça, ça va être incroyable. Il ne reste plus beaucoup de temps. Action concrète que vous pouvez faire demain matin pour changer la vie des Montréalais. Et petite question supplémentaire, c'est quoi la vision là, de 0-4 ans là, de votre parti là, pour améliorer la vie des Montréalais? Logement, j'ai parlé du fonds de garantie, j'ai parlé de la simplification de notre règlement, de mettre la norme tout de suite de réduction des délais de permis pour envoyer la commande dans la machine qu'on veut accélérer la construction de logements. Donc, j'ai plusieurs propositions spécifiques sur le logement. Construire 1000 unités pour sortir des personnes de la rue, logement de transition. Fait que ça, c'est plus que 1000, là, parce que les gens passent là 6 à 12 mois. Là. Fait qu'à un moment donné, ça crée on réussit à sortir plus de personnes. Puis je veux... réseau Expressbus, je veux me mettre là-dessus. Ça, c'est vraiment important, prioritaire. Transport collectif. Transport collectif. Transport collectif que nous, on peut faire la ville. Parce qu'il y a une partie de transport collectif que c'est pas nous autres. Oui, tramway, c'est Québec qui paye. Le réseau d'autobus va réserver, c'est nous autres. Fait que moi, je fais toute ma campagne sur mettre en place des solutions que la ville peut faire elle-même. Puis après, on va continuer de parler avec les autres paliers de gouvernement pour faire face à la crise du logement, l'itinérance, transport collectif. On a besoin d'eux autres aussi. Mais nous, on va faire tout ce qu'on peut faire
nous-mêmes, puis je veux qu'on prépare, j'ai commencé avec ça, transition écologique. Oui. Il faut qu'on prépare l'avenir pour nos enfants. Puis là, les gens dans les quartiers, là, ils subissent déjà les effets des changements climatiques. Les inondations, ils tombent en une journée. Oui, c'est rendu fou. Là. Fait que là, il faut qu'on investisse de manière importante dans le verdissement des infrastructures qui absorbent l'eau de pluie, parc éponge, rue éponge. On a commencé à parler de ça. Au début, les gens, ils souriaient pas mal, puis là, on commence à voir que quand on regarde partout dans le monde, là, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Nouvelle-Orléans, ils parlent même de quartier éponge. Donc, pour faire face aux inondations, il faut qu'on soit capable de garder l'eau de pluie pour qu'elle ne s'en aille pas dans les tuyaux tout de suite, parce que ça va déborder. Oui, parce qu'en ce moment, ça prend des investissements là-dedans. Exact, aussi. Exactement. Merci beaucoup, M. Rabouin. Merci, ça me fait plaisir.